On va commencer cette vidéo par un petit test. En utilisant seulement votre doigt, dessinez la lettre Q sur votre front. Je vous laisse 3 petites secondes. Ok, donc si vous avez dessiné la lettre Q avec la barre qui descendait vers votre gauche, ça veut dire que vous l'avez dessinée de façon à ce qu'une personne en face de vous puisse la lire. Vous êtes donc plus conscient du regard des autres et vous êtes généralement un meilleur menteur que ceux qui ont dessiné la barre du Q qui descendait vers leur œil droit, qui sont généralement un petit peu plus introvertis. Donc voilà le premier petit test marrant. Si vous voulez savoir si quelqu'un est bon menteur, demandez-lui de dessiner la lettre Q sur son front. Quand ma fille de 4 ans me montre son dernier dessin, je vais pas aller lui dire un truc du genre « Mais dis donc ma fille, c'est complètement à chier ce que t'as fait, c'est quoi? Une girafe? Putain, ça aurait été difficile pour toi de dessiner une girafe qui ressemble moins à une girafe que ça. Ça la blesserait trop et ça serait complètement inutile. Je suis son père et je veux la motiver à dessiner des meilleures girafes, donc forcément, je lui dirais que c'est sympa et je lui demanderais de m'en dessiner une autre. » Et c'est ça l'idée, c'est que la plupart des mensonges qu'on dit sont là pour faciliter les interactions sociales, pour éviter de blesser tout le monde gratuitement. Le plus souvent, on ne ment pas pour notre bien, mais pour celui des autres. Les mensonges ne sont généralement qu'une sorte de lubrifiant social, si vous voulez. Et c'est donc pas étonnant qu'on apprenne à mentir si tôt. À 4 ans seulement, 90% des enfants ont déjà appris à mentir par eux-mêmes, et ça ne s'arrange pas avec le temps. La majorité des gens mentent en moyenne 3 fois pendant les 10 premières minutes d'une première conversation avec un inconnu. Les gens extravertis mentent plus que les introvertis, et les hommes ont tendance à mentir plus par rapport à eux-mêmes, alors que les femmes auront tendance à mentir pour les autres. Et ouais, tout le monde ment. Vous, les autres, bon moi je mens pas mais ça c'est une autre question, mais même les animaux mentent. Pour vous donner un petit exemple, Coco le gorille, à qui on avait appris le langage des signes dans les années 70, a déjà accusé son chat d'avoir défoncé l'évier de sa chambre. Donc on voit tous qu'il est pas au point, mais putain, mais c'est un gorille et il tente. Et c'est ça le problème, c'est que tous les mensonges ne sont pas forcément désintéressés. Certains mensonges, comme celui de Coco, sont dits pour éviter de se faire punir parce qu'on a fait une connerie, ou alors qu'on a enfreint une règle. Mais ces mensonges peuvent aller encore plus loin et servent à duper, escroquer et pas mal d'autres choses dont on n'a pas forcément envie de faire les frais. Et c'est généralement ce genre de mensonges qu'on a envie de pouvoir repérer. Et pour pouvoir repérer les mensonges, il va falloir comprendre un petit peu comment on communique. La communication ne s'arrête pas du tout aux mots qu'on utilise. Quand on communique face à face avec une personne, les mots qu'on emploie ne sont en fait qu'une petite partie de la communication. Et des études montrent que ça ne représente seulement que 7% de la communication totale. 38% de la communication est en fait comment on va dire les choses, c'est-à-dire le ton utilisé, le volume de notre voix, le rythme et le débit de nos paroles. Et finalement, 55% de la communication n'est en fait que de la communication non verbale. Donc ça va être notre posture, l'expression sur notre visage, nos mouvements de main et de tête, les mouvements de nos yeux et beaucoup d'autres choses. Donc la majorité de notre communication n'est pas ce qu'on dit. Et c'est donc armé de ce savoir qu'on va tenter de moins se faire passer pour des prunes. Alors n'essayez pas de me la faire à l'envers parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des techniques pour déceler un mensonge. Donc bien sûr, avant de vous parler des techniques, je vais devoir vous dire 2 ou 3 trucs. Déjà, il vous sera plus facile de déceler un mensonge chez quelqu'un que vous connaissez bien, simplement parce que vous connaissez déjà ses réactions naturelles. Vous savez quand il est en stress ou quand il ne l'est pas. Parce que justement, mentir n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des bons et des mauvais menteurs, et ce qui fait généralement leur différence, c'est comment ils arrivent à gérer le stress créé par ce conflit intérieur. C'est-à-dire dire une chose alors qu'on sait que ce n'est pas la vérité. Un bon menteur peut réduire son anxiété de plusieurs façons, soit en se convainquant lui-même que son mensonge ne fait de mal à personne, soit en changeant leur code moral et éthique de façon à coller avec son histoire et réduire au maximum son conflit interne. Par exemple, quelle est votre définition de tromper sa copine ? Est-ce que penser à une autre pendant l'amour, c'est tromper ? Est-ce que flirter avec une autre fille, c'est tromper ? Peut-être qu'embrasser une autre fille, c'est tromper. Ou peut-être qu'aller jusqu'au préliminaire sans aller jusqu'au bout de l'acte est tromper. Et maintenant, si votre copine faisait la même chose, où serait la limite ? Quand on a fait une bêtise, il peut être plus simple de changer notre façon de voir les choses plutôt que se dire qu'on a chié. Ça aide à pouvoir regarder sa copine dans les yeux quand on lui dit qu'on ne l'a jamais trompé. Pas vrai, Étienne ? Non, je déconne, j'ai juste lancé un nom au pif. Numéro 5, repérer les gestes qui sont signes d'anxiété. Comme je vous l'ai dit, pour la plupart des gens, mentir est quelque chose de très difficile à faire. On doit donner des informations qui sont contraires à ce que l'on croit, ce qui crée forcément un conflit interne et qui est par conséquent source d'anxiété. Donc des signes répétés d'anxiété peuvent être un indicateur que la personne ne vous raconte pas l'histoire dans sa totalité. Si une personne se cache la bouche avec ses mains par exemple, si elle se gratte le nez, si elle a le regard fuyant ou trop persistant, si elle joue avec ses mains, si elle a la voix qui tremble ou si elle se racle la gorge, ce sont tous des signes d'anxiété. Maintenant, il faut quand même mettre les choses en perspective, c'est surtout quand ces gestes n'apparaissent qu'à certains moments difficiles pendant une conversation qu'il faut y faire attention.
Donc si quelqu'un vous parle en se grattant constamment le nez tout au long d'une conversation, ça ne veut pas forcément dire qu'il est en train de vous mentir. C'est possible que la personne en question ait juste un Mickey qui la dérange. Par exemple, si une personne vous regarde généralement dans les yeux, mais alors que vous abordez un certain sujet, elle commence à avoir le regard fuyant et vous répond en se grattant le nez et la bouche quelquefois, alors ça peut être signe qu'il faille creuser un petit peu plus ce point. Numéro 4, repérer les micro-expressions. Il y a plusieurs choses qui jouent en notre faveur quand on essaye de déceler un mensonge. Et le fait que 55% de la communication soit non-verbale et souvent inconsciente est clairement un gros avantage. Paul Ekman, le psychologue pionnier dans les recherches sur les émotions et les expressions faciales, nous conseille de faire attention aux micro-expressions. Il existe 7 expressions faciales universelles qui se retrouvent dans toutes les cultures aux 4 coins du monde. La joie, la tristesse et la détresse, la rage, la peur, le dégoût, la surprise et le mépris. Donc les joueurs de poker qui regardent cette vidéo devraient écouter particulièrement bien maintenant. Une micro-expression est un mouvement ou une expression faciale qui ne dure qu'une fraction de seconde sur le visage et apparaît souvent à un moment clé quand quelqu'un essaye de dissimuler consciemment ou inconsciemment une émotion. Une micro-expression est quasiment impossible à masquer, surtout quand la réaction émotionnelle est intense et laisse entrevoir la vraie émotion qu'une personne est en train de ressentir. Très explicite, dont tu as su me le faire partager. Par contre, moi ce que j'ai constaté, c'est ta vitrine, bon, elle est pauvre. Généralement, une autre personne en train de mentir à une autre personne chère à elle ressentira une émotion de tristesse ou de peur. Au poker, on essaiera plus de dissimuler une émotion de joie ou de surprise si on a fait sa main par exemple. Quand on dit la vérité, ce qu'on dit verbalement et non verbalement sera consistant. Par exemple, quand on dit qu'on ne sait pas quelque chose, on va le dire, mais aussi peut-être hausser les épaules, secouer légèrement la tête et peut-être même faire un petit mouvement avec nos mains aussi. Tous ces gestes sont des signes normaux qui expriment la même idée, je ne sais pas. Quand on ment par contre, les informations verbales et non verbales ne seront pas tout le temps consistantes, c'est-à-dire qu'on aura plus tendance à faire non de la tête tout en affirmant quelque chose de faux, et vice versa. Si par exemple votre petite amie était de sortie hier soir et que vous lui demandez ce qu'elle a fait, si elle vous répond un truc du genre « pas grand chose, on a juste regardé un film avec des amis », et tout ça en secouant légèrement la tête, alors peut-être que vous pourrez lui poser une ou deux questions supplémentaires et de façon désinvolte sur le film ou sur quels amis étaient présents par exemple. Numéro 3, mettez-vous en bonne condition pour pouvoir décrypter sa gestuelle. Pour pouvoir déceler un mensonge, il faut se concentrer sur la personne en face de nous. Donc il sera plus difficile de savoir qu'on vous ment si la personne vous parle alors que vous êtes occupé à mater toutes les vidéos du top 5 par exemple. Donc soyez bien entendu attentif à ce que la personne vous dit, mais aussi à sa gestuelle et donc à toute sa communication verbale et non verbale. De la même façon, si votre interlocuteur est occupé à faire autre chose, comme faire la vaisselle, déplacer des trucs ou jouer à la guitare en même temps qu'il vous parle, ça lui donnera l'occasion de masquer plein de petits trucs qui pourront être apparents s'il se tenait debout et disponible en face de vous. Un menteur a d'ailleurs souvent envie de s'occuper pour libérer son stress, donc si vous êtes face à face, il aura tendance à vouloir s'éloigner ou mettre des choses entre vous et lui. Donc ça pourrait lui donner envie de s'asseoir de l'autre côté de la table du salon ou même de prendre des objets dans les mains comme une tasse à café par exemple. Donc pour pouvoir être dans les conditions optimales pour déceler un mensonge, soyez disponible face à face avec votre interlocuteur en voyant de préférence son corps en entier. Numéro 2, découvrez les inconsistances dans ce que l'on vous dit. Donc forcément, ce point ne s'applique pas à tous les mensonges. Si la personne en face de vous vous dit que son portable n'avait plus de batterie, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, si votre copine rentre tard en disant qu'elle est juste allée boire un verre avec ses collègues, alors vous pouvez entamer la phase Colombo. Une histoire inventée sera toujours plus pauvre qu'un souvenir. Il y aura des incohérences, des oublis, il y aura peut-être même des contradictions. Surtout si le mensonge est inventé à la volée. Une personne qui est en train d'inventer un mensonge prendra sûrement plus de temps pour répondre. Elle essaiera de gagner du temps en répétant la question par exemple, ou alors vous demandera de la répéter vous-même. Bref, elle essaiera de gagner du temps par tous les moyens. Si vous sentez que c'est ce qui est en train de se passer, alors demandez-lui de répéter certaines petites parties et certains détails de son histoire, en feignant d'avoir oublié ou mal compris. Notez si des détails changent ou si des imprécisions ou incohérences commencent à apparaître. Si l'histoire a l'air de se tenir, il est quand même possible qu'elle ait été inventée et réfléchie avant d'arriver à vos oreilles. Souvent, une personne qui aura pensé à son histoire vous la sortira pratiquement d'une seule traite sans que vous ayez besoin de poser beaucoup de questions. Si vous avez des doutes sur la véracité de l'histoire, poussez la personne à donner quelques détails supplémentaires. Ça sera facile pour votre interlocuteur de les donner si l'histoire est vraie, mais ça poussera la personne à inventer des détails à la volée si c'est un mensonge. Posez des questions anodines comme ça va, ça s'est bien passé, vous avez fait quoi? Et Étienne était avec vous? Numéro 1, posez les bonnes questions. Donc premièrement, sachez que repérer un signe mentionné dans cette vidéo ne fait pas de quelqu'un un menteur. C'est quand il commence à y avoir une accumulation de ces petits signes qu'il faut commencer à s'en faire. Donc posez-vous les bonnes questions d'abord.
Si vous décelez de la nervosité sur certains points du discours ou quand vous posez certaines questions, demandez-vous pourquoi est-ce que cette personne me mentirait-elle sur ce point? Est-ce que c'est un point crucial de la discussion? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles elle pourrait devenir nerveuse à part le fait qu'elle soit en train de me mentir? Deuxièmement, posez-lui les bonnes questions. Posez des questions subtiles et imprévisibles et faites attention à ses réactions. Si votre question tape dans le mille, il est possible que la personne en face de vous ait une micro-expression de peur ou de surprise. Je vous conseille aussi de poser des questions vérifiables. Si par exemple votre copain ou votre copine vous dit qu'elle est partie au resto avec ses amis et que vous avez un doute sur ce fait, demandez-lui ce qu'elle a mangé par exemple. Vous pouvez alors non seulement voir sa réaction, mais vous pourrez aussi facilement confirmer que le plat était bien sur le menu plus tard. Finalement, Paul Ekman a dit quelque chose de très juste. Quand une personne n'essaye pas de déceler les mensonges, ok, elle risque de se faire avoir un petit peu plus souvent, mais sera beaucoup plus agréable à vivre. Quand par contre une personne cherche à trop trouver chaque petit mensonge, elle se fera sûrement moins avoir, mais sera vachement moins marrante à vivre aussi. En gros, choisissez vos batailles. Si vous passez tout votre temps à être suspicieux envers votre compagne, je peux comprendre qu'elle finisse par avoir envie de vous tromper. J'aimerais vraiment remercier les 8 personnes qui ont décidé de me tiper cette semaine, donc un merci spécial à Tony et Jérémy qui m'ont vraiment fait des dons généreux. Donc si vous voulez faire la même chose, vous pourrez trouver un lien vers mon Tipeee dans la description de cette vidéo. Sachez que bien entendu, rien n'est obligé, vous pouvez aussi m'aider en partageant cette vidéo et en la likant, ça m'aide toujours. La semaine prochaine, on va regarder le top 5 des études surprenantes sur le porno. Et oui messieurs dames, il y en a eu et elles sont surprenantes en effet. Donc je vous souhaite un super week-end et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!